Les prud'hommes, ils sont chargés de faire respecter le droit du travail, licenciement, paiement des salaires. C'est un miroir de notre France en crise aujourd'hui. Ils sont souvent jugés trop lents et parfois trop peu rigoureux. Enquête Anne-Claire Poignard, Valentin Cruel. C'est un face-à-face souvent redouté. Dans cette salle d'audience, des salariés et des employeurs. Ils sont en conflit depuis des mois et viennent ici défendre leurs droits. Je demande aussi 10 000 € de dommages intérêts. Votre conseil appréciera. Le Conseil des prud'hommes est chargé de trancher les litiges individuels entre salariés et employeurs. Il est organisé en 5 sections, la section commerce, la section industrie, la section encadrement, la section agriculture et enfin la section activités diverses. Cette juridiction a longtemps été critiquée en raison de 3 dysfonctionnements majeurs. Tout d'abord, elle connaît un faible taux de conciliation. Or, cette conciliation constitue la première mission du CPH. Ensuite, le CPH souffre de ces longs délais de traitement des affaires qui sont largement supérieurs à ceux des autres juridictions. Enfin, la dernière critique porte sur le manque de formation des conseillers prud'homaux. Ce manque de formation est souvent perçu comme étant à l'origine des disparités des décisions entre les 210 CPH de France. Vient d'adopter sous l'autorité du président de la République le projet de loi croissance et activité. Et je tenais à vous en expliquer le sens avec le ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Je cède la parole au ministre de l'économie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Donc, une réforme de la justice prud'homale qui est portée par François Rebsamen et Christiane Taubira et qui vise là, pour aller vite, d'être plus simple, plus efficace, plus sûr et plus rapide. Les délais sont trop longs, ils seront encadrés dès la phase de conciliation, avec des délais de 3 mois. La formation des juges, leur déontologie seront améliorées et la visibilité donnée sur les échéances, les risques éventuels sera facilitée pour qu'on réussisse mieux au niveau de la conciliation. Il n'y a aujourd'hui que 6% de taux de conciliation, que les jugements soient de meilleure qualité et que cette justice puisse fonctionner de manière... Bon, et concrètement, ça veut dire quoi? Voyons voir. Le Conseil des prud'hommes est une juridiction paritaire. Les affaires sont tranchées par des juges issus du monde du travail. Les conseillers prud'homaux sont donc des juges non professionnels. Désormais, ils seront nommés par les ministres de la Justice et du Travail sur proposition des organisations syndicales et professionnelles autorisées. Le mandat comportera donc une durée de 4 ans afin de respecter la durée d'un cycle de mesure de l'audience syndicale et patronale. La loi Macron a modifié et complété le dispositif de formation du conseiller prud'homal. L'État est chargé d'organiser la formation des conseillers prud'hommes et d'en assurer le financement. Ces conseillers prud'hommes devront suivre une formation initiale obligatoire commune aux conseillers prud'hommes employeurs et salariés. Cette formation initiale a une durée de 5 jours. Aussi, ils devront suivre une formation continue au cours de leur mandat qui a une durée de 6 semaines. La réforme a également créé un nouveau statut, celui du défenseur syndical. Il a pour mission d'assister ou de représenter le salarié ou l'employeur qui le souhaite devant le Conseil des prud'hommes et à la Cour d'appel. Les défenseurs syndicaux sont inscrits sur une liste régionale proposée par les organisations professionnelles et syndicales représentatives. Ils exercent cette mission à titre gratuit sur leur temps de délégation. Avec ces quelques points de repère, nous allons enfin pouvoir étudier la procédure prud'homale. Pour commencer, voyons comment saisir les prud'hommes. Depuis la réforme, il n'est plus possible de saisir les prud'hommes à l'aide d'un simple formulaire pré-rempli. Désormais, pour être valable, la demande en justice doit être formée par requête écrite et doit comporter l'identité du demandeur, les coordonnées du défendeur, la raison sociale de l'employeur contre lequel la requête est formée, l'objet de la demande, c'est-à-dire le litige, un exposé des motifs de la demande et chacune des raisons de celle-ci. Aussi, les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de sa demande doivent être énumérées sur un bordereau annexé à la requête. Enfin, les démarches entreprises doivent être inscrites en vue de parvenir à une résolution amiable du litige avant la saisine des prud'hommes. Le formulaire de requête et le bordereau des pièces doivent être adressés au CPH avant la conciliation afin que les juges aient tous les éléments pour statuer.
En cas de non-respect de ces modalités, l'affaire pourra être renvoyée et risquerait même d'être radiée. Jusqu'à aujourd'hui, il existait 2 types de procédures. La formation de jugement au fond, qui est une procédure dite de classique, et la formation de référé, qui est une procédure d'urgence. Il existe maintenant une nouvelle procédure, le référé en la forme. Il permet au CPH d'examiner l'affaire en cas d'urgence afin que des mesures définitives et non provisoires soient prises. Une fois que les prud'hommes sont saisis, la procédure prévoit dans un premier temps une phase de conciliation entre les deux parties. Le bureau de conciliation et d'orientation, appelé aussi BCO, est composé d'un conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur. L'objectif du BCO est d'inciter les parties en conflit à trouver un accord mettant fin au litige. Il assure également la mise en état des affaires puisque la réforme oblige que les pièces soient remises à la partie adverse avant la phase de conciliation. La conciliation se fait donc avec toutes les preuves. Lors de cette conciliation, chaque partie apporte ses explications. Chaque partie peut être représentée ou assistée par une personne habilitée. En cas d'accord entre les deux parties, le litige prend fin avec la rédaction du procès-verbal d'accord. Lorsqu'une partie est absente et qu'elle n'est pas représentée, le BCO peut dorénavant directement juger le litige, sauf si la partie absente justifie d'un motif légitime. En cas d'échec de conciliation, il lui revient la responsabilité d'orienter l'affaire vers la formation du jugement le plus adapté. Comme dit précédemment, au terme de la séance de conciliation et en l'absence d'accord entre les deux parties, l'affaire est renvoyée devant un bureau de jugement. Avant la réforme, les parties devaient se présenter devant un bureau de jugement qui était composé de 2 conseillers salariés et 2 conseillers employeurs. Lors du délibéré, la décision était arrêtée à la majorité absolue des voix. Il fallait donc au moins que 3 conseillers sur 4 soient d'accord pour aboutir à une décision. Si aucune majorité ne se libérait, l'affaire était remise en départage. C'est le même bureau de jugement qui siégeait, avec en plus la présidence du juge du tribunal d'instance. Ce juge, dit départiteur, permet d'obtenir une majorité. Avec la réforme, le bureau de conciliation et d'orientation peut orienter les parties vers 3 bureaux de jugement différents. Cela dépend des motifs des litiges. Le BCO peut orienter les parties devant le bureau de jugement en formation restreinte, qui est composé de 2 conseillers prud'homaux, un conseiller employeur et un conseiller salarié. Il peut aussi orienter les parties vers un bureau de jugement en formation classique, qui sera composé de 4 conseillers prud'homaux, 2 conseillers employeurs et 2 conseillers salariés. Il peut aussi envoyer les 2 parties devant le bureau de jugement en formation de départage. C'est un bureau qui est composé de 4 conseillers prud'homaux, 2 conseillers employeurs, 2 conseillers salariés et un juge départiteur. Pour les 2 premiers cas, les 2 premiers bureaux de jugement cités, si la majorité absolue des voix des conseillers prud'homaux n'est pas atteinte, l'affaire sera réexaminée en audience de départage présidée par un juge du tribunal de grande instance. Plusieurs voies de recours sont prévues pour contester le jugement du CPH. Si les demandes ne dépassent pas 4 000 €, le CPH statue en dernier ressort. Dans ce cas, l'appel n'est pas possible. La partie qui conteste le jugement du CPH peut alors former un pourvoi en cassation. Toutefois, si le défendeur n'a pas comparu lors de l'audience devant le bureau du jugement, il peut former un recours en opposition devant le bureau de jugement, ce qui lui permettra d'être à nouveau jugé par le même tribunal. Si l'une des parties n'est pas satisfaite de la décision rendue par le CPH
et que de plus la demande dépasse les 4 000 €, elle peut faire appel du jugement et faire rejuger l'affaire. L'appel a pour objet le réexamen de l'affaire dans son ensemble. Cela veut dire que le jugement du premier degré peut être soit confirmé, soit réformé. Depuis le 1er août 2016, l'appel est régi par la procédure avec représentation obligatoire, ce qui signifie que les parties sont tenues de recourir à un avocat ou à un défenseur syndical devant la juridiction du second degré. Aussi, la procédure avec représentation obligatoire impose également des règles de territorialité. Les parties ont donc l'obligation de recourir à un avocat du ressort de la cour d'appel auprès de laquelle l'appel est formé. Ainsi, si l'avocat dont le barreau n'est pas situé dans le ressort de la cour d'appel, le choix d'un postulant s'imposera aux parties. De plus, il est important de noter que la procédure devient une procédure strictement écrite. La Cour de cassation a pour vocation de contrôler que la décision rendue soit bien conforme au droit. Le recours en cassation est possible pour les jugements rendus par le Conseil de prud'homme en dernier ressort et pour les arrêts rendus par la Cour d'appel. Concernant les formalités, le pourvoi en cassation s'effectue dans les 2 mois de la notification de la décision attaquée. Pour faire un pourvoi en cassation, il est nécessaire de faire une déclaration écrite, remise ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la Cour de cassation. Dans les 4 mois suivant la remise ou la réception du récépissé de déclaration, l'avocat du demandeur va devoir rédiger un mémoire dans lequel il expose les motifs du pourvoi. Le pourvoi doit reposer sur un motif sérieux de contestation, sans quoi il sera rejeté. À compter de la notification du mémoire à l'avocat du défendeur, ce dernier dispose d'un délai de 2 mois pour produire un mémoire en réponse et le communiquer à l'avocat du demandeur. Deux décrets viennent fixer les montants indicatifs à verser aux salariés en cas de litige au prud'homme, que ce soit lors de la phase de conciliation ou devant le bureau de jugement. Ces barèmes s'appliquent uniquement si le litige porte sur un licenciement et n'impactent pas les autres indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles dues aux salariés. Le barème de l'indemnité forfaitaire applicable en conciliation s'inscrit dans la continuité des objectifs poursuivis par la réforme prud'homale et notamment celui de favoriser la conciliation. En effet, dès lors que le salarié conteste son licenciement au Conseil des prud'hommes, il peut mettre fin au litige lors de la procédure de conciliation en s'accordant avec l'entreprise. Dans ce cas, il percevra une somme appelée l'indemnité forfaitaire de conciliation. Les conseillers prud'homaux pourront ainsi s'appuyer sur les référentiels indicatifs proposés par la loi. Outre la modification du barème indicatif des indemnités forfaitaires de conciliation, un décret vient également fixer les indemnités versées par les prud'hommes en cas de licenciement injustifié. Celui-ci est donc applicable devant le bureau de jugement si la phase de conciliation a échoué. Les juges peuvent s'appuyer sur celui-ci pour fixer le montant des indemnités.